Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel événement. On va parler évidemment de digital, mais surtout de restauration, un peu des deux. On a avec nous le patron de Columbus Café, Frédéric Pasture, et puis la directrice du développement de Bagel Corner, Prisca Ingremot, et la célèbre Nathalie Dubier qui est une consultante de cet univers de la franchise. Alors, je suis Yves Sassy, je suis le fondateur du Club de la franchise et de l'Observatoire de la franchise. On va parler immédiatement, évidemment, de digital. Le digital qui a été le point culminant, qui a eu son point culminant au démarrage du Covid. J'avais envie de vous poser des questions, Frédéric et Prisca. Peut-être rapidement un état des lieux. Alors, présenter un petit peu peut-être Columbus et Bagel Corner, mais on en est où là aujourd'hui du digital dans les réseaux? Alors, honneur aux dames, tant pis. Hein, ouais, exactement. Mes Prisca. Vous m'attendez un petit peu. Oui. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pardon, Stéphane Chirel, Otakos, vient de nous rejoindre. Bonjour Stéphane. On a dit honneur aux dames, donc on ne va pas la couper. Voilà. Prisca, nous t'écoutons. Merci. Donc bonjour à tous et à tous. Alors très rapidement, oui, un état des lieux sur le réseau Bagel Corner. La situation aujourd'hui, voilà, elle est forcément compliquée puisqu'on doit travailler sous certaines conditions. Nous avons des mesures à respecter. Un état des lieux qui est plutôt positif puisqu'on a réagi vite, on a réagi très vite, peut-être parce que c'est le deuxième confinement malheureusement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de 3/4 du parc, des restaurants Bagel Corner, donc ils sont restés ouverts, ce qui n'était pas le cas. Enfin, j'étais pas sur ces chiffres-là sur le premier confinement. Hein. Il avait fallu, je pense, un petit temps de réaction, mais là, voilà, c'est là où on voit que le réseau et nos licenciés sont plutôt résilients. On a su tout de suite reprendre les bons réflexes et rebondir très vite, notamment grâce au. En fait, on en parlera après. Il y a eu 2 temps. Il y a un moment un petit peu de sidération dans le premier confinement, et puis après essayer de trouver des solutions. Et puis un deuxième temps où il y a eu pendant le déconfinement une réorganisation, c'est ça, avec des techniques de vente à distance. Exactement. Et je pense que sur ce deuxième confinement, le premier temps qui a été le temps de la sidération, là, il a été beaucoup plus court, beaucoup plus restreint, puisque je pense malheureusement que on s'y attendait tous un peu, ou sans s'y attendre, on savait que voilà, ça pouvait potentiellement arriver. C'était arrivé une fois, on avait rebondi une fois, donc on a remis en place les mêmes process en les poussant plus. La a été restreint. Ouais. Et vous avez une 50aine de points de vente. 40, exactement, ouais. Ouais. C'est assez difficile évidemment de fédérer 50 personnes, ou en tout cas 50 points de vente dans des conditions aussi délicates. Est-ce que vous avez réussi à ce qu'il y ait une certaine cohésion dans vos équipes? Oui. Alors ça, c'est vrai que c'est un des points forts aussi de la franchise, mais je pense qu'on aura, voilà, on a toute la conférence pour y venir. C'est la communication dans un réseau, et qui est assurée notamment donc grâce au service animation. Et on a la chance à Bagel Corner d'avoir un service animation que nous avons d'ailleurs renforcé tout au long de l'année 2020. Ils étaient 2 animateurs. À l'issue du premier confinement, on a recruté un 3e animateur. Et un 4e animateur, du coup, vient d'être embauché. Elle est actuellement d'ailleurs en formation. Elle a été embauchée pendant le 2e confinement, là, au mois de novembre. Donc, une équipe d'animation, 4 personnes, dont 2 qui sont vraiment basées en région pour être encore plus proches. Un renforcement des équipes pour fédérer, pour trouver des solutions, pour animer. Oui. Aussi pour recruter des candidats. Pour recruter aussi des candidats à la franchise. Oui,
Alors ça c'est le pôle développement qui bien sûr est toujours actif. On est toujours présent. Le digital nous aide beaucoup. Ça c'est pareil. Il a juste fallu réorganiser son process. Mais aujourd'hui on communique toujours. Nous recevons des demandes de candidature. Nous traitons ces demandes de candidature. Alors à distance et en visio, mais bien sûr que le service développement est vraiment là pour expliquer ce qu'est la franchise, ce que peut apporter le réseau Bagel Corner et quels sont nos process de travail. Alors, on a avec nous donc les patrons de Otakos et Columbus qui sont des réseaux importants. Columbus qui est plus ancien, qui avait des structures déjà existantes, mais peut-être moins digitalisées. Et puis Otakos qui est un très jeune réseau hyper développé, avec une croissance très rapide. Est-ce que, Stéphane, vous avez eu la possibilité de gérer ces 300 et quelques points de vente, vous nous direz combien exactement, et d'installer une digitalisation qui soit commune à l'ensemble et puis suffisamment efficace? Vous n'avez pas mis votre micro. Voilà. Ouais. Merci Yves. Alors déjà, j'aimerais bien qu'on soit à 300. On a encore des petits opérateurs. On est à 271. Le 272e ouvrira demain à Bordeaux, dans le centre commercial de Ginko. Bravo. Donc, on a quand même une année où on a réussi tout de même à ouvrir, de mémoire, on doit être à 42 ouvertures, ce qui est un exploit compte tenu de ce qui s'est passé cette année, mais ce qui n'est pas idéal non plus parce que le démarrage des activités n'est forcément pas les mêmes, surtout quand on ouvre là depuis 1 mois et demi, 2 mois en confinement sur une partie de l'activité qui ne fonctionne pas, qui est la restauration sur place. Donc pour répondre à ta question sur, je pense que tu y venais sur la digitalisation ou la transformation digitale de l'enseigne, je dirais que quelque part nous dans le groupe, puisque le groupe aujourd'hui est composé de 4 enseignes, dont Burger King, dont Quick et ainsi que Nordsee. Alors pas en France, puisque nous avons Burger King en Belgique, Luxembourg, Italie, Pologne, ainsi que Quick en Belgique et Nordsee tout en Allemagne et en Autriche. Donc sur les, je crois qu'on doit finir de mémoire si chacun fait son développement. Moi j'ai contribué demain. On doit arriver à 1002 restaurants en fin d'année. On est plutôt dans le peloton de retard sur la digitalisation par rapport au groupe. Parce qu'il y a 2 raisons qui s'expliquent à cela. Parce que nous sommes une marque jeune et pas aussi mature qu'un Burger King ou un Quick, qui bénéficie de grandes structures et d'avancées entre guillemets anglo-saxonnes. Et je le lis à cela parce que le marché français était longtemps en termes d'innovation, innovation technologique. Moi, je l'ai appris à l'école, on me disait toujours qu'il y a les pays innovateurs, il y a les pays des laggards, des pays des suiveurs. Et la France a toujours été traitée comme un pays de suiveurs au niveau technologique. Par contre, l'une des qualités des suiveurs, c'est que quand ils commencent à se mettre dans le jeu, là, ça déboule sur toute la société. On l'avait vécu avec Internet, avec les téléphones portables et les smartphones. Et aujourd'hui, la digitalisation, parce que en plus, on a une French Tech aujourd'hui qui est vraiment sortie de l'ombre. Hein, la French Tech. Aujourd'hui, si vous regardez sur le CIS à Las Vegas, je crois que c'est le pays le plus représenté aujourd'hui. Donc ça veut dire que en France, ça y est, on réagit. Alors nous concernant, dans le groupe, on a été un des derniers à avancer, mais effectivement, on a avancé. On a avancé, déjà on a écrit ce qu'on voulait faire parce que c'est bien beau de dire la digitalisation, mais c'est simplement de se dire que c'est un moyen de créer des nouveaux canaux, soit de distribution, soit de canaux de commercialisation. Et effectivement, les 2 confinements ont énormément accéléré ces mouvements parce que, par définition, le latin, quand il est face au précipice, il se pose plus de questions, il y va. Et là, on a vu en 6 mois, 8 mois, des click and collect qui ont fleuri dans tous les sens, alors, des bornes, etc., etc. Justement, Stéphane, quand on parle de digitalisation, ça n'est pas que le click and collect, il y a aussi les avis clients, Google My Business, etc. Enfin, les avis. Ouais, est-ce que c'est de la digitalisation Je sais pas. En tout cas, en fait, c'est regrouper tous ces outils qui permettent de
de parler au client aussi. Exactement. Revenons sur comment on communique avec le client. Voilà. On communique de manière de plus en plus différente avec le client. Alors, Otaco, c'est basé sur, en tout cas, c'est construit sur une utilisation des réseaux sociaux de manière maligne Oui. ou maligne et extrêmement différente de ce qui se faisait à l'époque, puisque les marques ne communiquaient pas en fait encore sur les réseaux sociaux tels qu'elles le font aujourd'hui. Et c'est vrai que notre communauté sur les réseaux sociaux est très importante et on arrive à avoir des communautés égales, voire supérieures à des entreprises qui ont 50, 60, 100 ans et américaines. Donc oui, on a une manière de communiquer avec la clientèle de manière différente et même dans cette manière différente de communiquer, ça a évolué puisque nos clients qui sont avant tout des 15, 25, 27, 28 ans, d'il y a 5 ans, ont maintenant 30 ans et on en a de nouveaux qui sont arrivés à 15 ans et qui n'utilisent plus Facebook. Ceux qu'on a entre 15 et 20 ans, ils disent Facebook, le truc de vieux. Ah oui, ils n'utilisent plus. Donc notre relais est plutôt sur Instagram, sur Snapchat et puis particulièrement sur TikTok. Alors, peut-être, Frédéric, concernant Columbus Café, c'est toujours une institution. C'est une des belles enseignes de café françaises. Vous avez pris en route le digital. Comment ça s'est organisé? Et puis après, on parlera de la survie des points de vente parce que c'est un point important aussi. Mais je voulais terminer avec vous, Frédéric, pour parler justement de cette installation des outils digitaux pour communiquer. C'est pas facile de livrer du café à distance. Non, c'est pas facile et pourtant il y a un besoin et il y a des attentes, ce qui nous a plutôt rassuré quand on s'est mis à livrer depuis le mois de juin. Nous, le digital, c'est plutôt quelque chose qui vient comme un outil à l'humain, comme un outil aux équipes, qui vient renforcer ou qui vient leur permettre de se libérer du temps pour qu'ils soient plus, pour qu'ils aient une meilleure valeur ajoutée vis-à-vis du client, parce qu'on est quand même un concept très contact client. Le digital est plutôt là pour des outils, je dirais, de gestion comme la planification ou la gestion de stock ou le suivi d'hygiène, des choses comme ça, ou aussi le suivi des avis clients. Et ça, c'est plutôt la partie back office, je dirais, du quotidien du magasin. Nous, le digital sur la partie business, est arrivé pendant le confinement. Enfin, début d'année, on réfléchissait à la livraison parce que c'est un marché qui explose et qui a encore plus explosé. Alors grâce ou à cause des confinements, je sais pas quel bon mot, mais en tout cas ça continue à grimper vite. Et puis le click and collect, on l'avait déjà testé, et on s'était rendu compte que nous, notre démarche commerciale, c'était plutôt consommer sur place avec un côté plaisir. Donc on n'avait pas mis ça de côté, mais on s'est dit c'est pas fait encore pour le coffee shop. Donc le confinement a accéléré ces choses-là. Et puis la mise en place de la livraison, elle a été je dirais, progressive, pas à pas, étape par étape, franchisé par franchisé. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt un succès, je sais pas, mais en tout cas, on a des bons retours d'expérience avec des bons retours clients et des bons retours terrain. Donc ça fait partie d'un nouveau canal en tout cas. Oui. Est-ce que vous pensez que ça va durer? Est-ce que c'est un outil pérenne pour après le confinement dans la restauration, en tout cas pour vous? Ça va durer. La livraison existe quand même depuis 20 ans ou 30 ans. Hein. Ce qui s'est passé, c'est juste qu'il y a des acteurs qui sont venus simplifier et apporter ce service à n'importe qui. C'est surtout comme ça moi que je le vois pour mon expérience précédente qui vient de la livraison. Aujourd'hui, n'importe qui, qu'on soit en réseau ou en indépendant, on peut se mettre à faire de la livraison. Il y a un peu d'opérationnel à mettre en place en magasin, mais en tout cas, le service est là, payant, c'est vrai. C'est quand même toute une organisation. Il faut pas non plus. Il faut pas le prendre à la légère. Voilà. Il faut pas le prendre non plus comme un dépannage. Ouais. J'ai envie de dire, c'est soit on se dit on fait de la livraison et on le fait sérieusement et on le fait bien, soit on le fait pas parce que sinon on va dégrader son image, on va dégrader la prestation, on va dégrader la qualité de notre produit ou de notre offre. Donc il faut pas le faire à moitié. Il faut le faire à fond parce que pour le coup, si on le fait à fond, il y a un vrai potentiel. Oui, il y a deux éléments qui sont importants et dont il faut parler. Évidemment, on a peu de temps, donc il faut aller un petit peu vite, mais c'est la cohésion du réseau, les franchisés entre eux et avec la tête de réseau. Il semble que, pour faire un très bref résumé, les enseignes en général sont bien tenues. Et puis, il y a aussi le contact avec le client qui a changé, puisqu'il est essentiellement digital, là, du coup. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à gérer quand on a une chaîne de restaurants? Cette nouvelle forme de contact avec le client? En fait, on apprend à communiquer avec le client différemment. Quand on a l'habitude de le voir en face à face et de papoter le matin ou l'après-midi avec son café,
c'est hyper positif, c'est très humain. Donc enfin, pour moi, il n'y a pas de meilleure relation. Maintenant, quand on peut pas être en contact avec lui, il faut apprendre et puis utiliser les outils qui sont à disposition. Donc oui, il y a les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de, je dirais les réseaux sociaux permettent une chose, enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous on le voit. Ça permet de descendre beaucoup de messages, mais ce qui est important, c'est de garder du lien et de pouvoir être en interaction avec le client. C'est un petit peu aussi ce qu'a fait Otakos, Prisca, quand au premier confinement, vous avez fait des menus, des livraisons en kit, c'est-à-dire que les enfants pouvaient reconstituer la livraison. Ça fait partie de la relation que vous avez créée avec votre client, même si c'était pas, je crois, une partie importante de votre chiffre d'affaires. Non, c'était pas la partie effectivement la plus importante, mais là où je rejoins Frédéric, en fait, il faut garder le lien avec son client. Donc, alors pour ça, il y a plusieurs choses, mais la première, c'est du coup, je crois qu'il faut bien connaître son client. Pour conserver le lien avec lui, il faut savoir du coup où le trouver, comment il consomme, ce qu'il attend. Parce qu'effectivement, on le voit moins dans notre point de vente. Donc, il faut vraiment maintenant comprendre, décrypter les nouvelles tendances de consommation, les nouvelles habitudes. Et alors, la chance qu'on a, nous, chez Bagel Corner, c'est que nos licenciés sont très actifs d'un point de vue opérationnel dans leurs établissements. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà cette connaissance de leur clientèle, de leur établissement, de leur zone, de leur rue. Voilà. Ils sont déjà habitués au contact client, donc je pense que c'est un peu plus simple de garder en tout cas le lien ou de le renforcer quand on connaît sa clientèle. Et puis c'est vrai qu'on a mis en place, alors au-delà du produit de la livraison, on a vraiment essayé de mettre en place des actions qui permettaient voilà de développer une gamme produit qui permettait de créer, de renforcer, je dirais, un lien avec eux, notamment avec ces kits do it yourself. Stéphane, à propos du lien avec le client, Otakos en particulier, mais dans les autres chaînes aussi dont vous vous occupez, mais Otakos a toujours eu un lien particulier avec ses clients. Quand on voyait les queues, quand on voyait les queues aux ouvertures, on se rendait bien compte que vous aviez parlé, que vous aviez contacté tous ces gens, tous ces jeunes. Aujourd'hui, vous avez un petit peu répondu à la question, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez modifié votre contenu, votre façon de parler, votre façon de garder cette relation avec le client? Non, je crois que la relation, vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Je dis la relation client est toujours la même. Ce qui évolue, ce sont nos clients eux-mêmes. Ils évoluent par rapport à ce qu'ils sont, ce qu'ils mangent, ce qu'ils deviennent. Et parce qu'il y a du recrutement de nouveaux clients et parfois aussi on perd certains clients sur lesquels peut-être on n'a pas su encore réussir à les garder sur la durée. Mais la recette est toujours la même. C'est avant tout un contact initié sur les réseaux sociaux par rapport à un positionnement. Comme je disais, les réseaux sociaux ont évolué. Ce sont plus les mêmes et il y a une segmentation qui s'est opérée aussi. Et vous devez le voir à travers vos amis ou vos enfants. On ne vise pas tous les mêmes. Donc, il faut des réseaux sociaux adaptés à notre clientèle. On connaît, nous, aujourd'hui, la clientèle que nous ciblons. Nous tâchons aujourd'hui de l'élargir parce que on a aussi regardé ce qu'a réussi à faire quand même le plus grand restaurateur, il faut le dire, en France, qui est McDonald's. C'est dur à dire parfois, mais c'est le cas et on peut leur tirer un coup de chapeau sur le sujet. Ils ont construit sur une base de départ qui était une base assez restreinte jeune et aujourd'hui, dites-moi qui ne va pas dans un McDonald's. Parce qu'ils ont capitalisé, ils les ont emmenés tout au long de leur vie. Moi, j'en fais partie. Je veux dire, sauf que je mange plus la même chose que ce que je mangeais à 19 ans. Je vais plutôt prendre un wrap avec une bouteille d'eau pétillante et une petite salade, mais n'empêche que je suis client. Donc ça, c'est le challenge en fait. L'histoire de départ, elle existe. Elle est en cours, elle est en route, elle continue. Nous continuons à recruter beaucoup de clients. Maintenant, notre capacité à les emmener sur la durée est un autre sujet. Oui. Évidemment, nous, ça passe encore par les réseaux sociaux, mais pas que et plus que. On disait avant, il y a longtemps, mais on disait qu'un concept devait être changé ou en tout cas aménagé au bout de 5 à 7 ans. 10 ans, c'était un grand maximum. Aujourd'hui, c'est combien de temps? Alors moi je dis 3 à 5 ans. Je l'ai vécu avec. D'ailleurs c'était une très belle confirmation avec l'ami Kaline qui avait besoin. Ça doit dater maintenant d'un petit peu moins de 10 ans et qui avait créé son concept un peu disruptif.
et qui a réussi à engager ses partenaires franchisés et eux-mêmes à transformer ce concept et on voit le changement que ça a opéré sur la notoriété de l'enseigne. Et donc, nous, on est en plein dedans. Donc, cette enseigne Notaco, elle a 5 ans, on va dire, et on est déjà en train de développer maintenant, depuis cette année-là, depuis exactement le mois de mars, une nouvelle déco, un nouveau concept, parce que les gens se lassent et parce que tout vieillit plus vite. Et puis parce que aussi le marché est devenu extrêmement concurrentiel. Il faut l'accepter. Oui, c'est ça. Il y a ça. Et puis il y a aussi la situation sanitaire qui a fait que les gens ont besoin maintenant de renouveau et beaucoup d'enseignes en profitent pour faire des évolutions. Alors, on a parlé évidemment de la situation du digital aussi. Parlons un petit peu d'argent. Comment vos enseignes réussissent à résister? Comment les points de vente, les petits, les jeunes, ceux qui démarrent réussissent à survivre, à trouver du chiffre d'affaires? Et puis, il y a beaucoup d'aides. Alors, Nathalie va nous expliquer assez rapidement quels sont les outils dont peuvent bénéficier les points de vente. Alors, je veux pas plomber la situation, mais il y a des drames qui se sont déroulés là ces derniers jours, ces dernières semaines. Le message que moi je voudrais faire passer, c'est tous les gens qui nous écoutent, qui sont en situation très difficile, il faut qu'ils parlent alors aux gens qui font partie de notre monde du retail, parce qu'il y a des solutions. Et en parlant, on trouve des solutions, on vous accompagnera. Enfin, tout le monde est là pour être solidaire avec les autres. Nathalie, rapidement, sans faire un grand étalage des outils de sauvegarde financière, expliquez-nous un peu ce que peuvent faire les points de vente et puis surtout les réseaux pour aider leurs points de vente. Le micro, Nathalie. Nathalie, oui. Merci. Effectivement, ce sera beaucoup mieux. Bonjour à tous. Effectivement, cette période est compliquée. Enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous la vivez tous les jours dans vos business. Et elle est compliquée à plusieurs titres. Elle est compliquée parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffre d'affaires. Elle est compliquée parce que les charges continuent à courir. Et elle est compliquée parce qu'on a quand même un manque absolu de visibilité sur ce qui va se passer et sous quel délai. On entend des informations concernant les déconfinements qui vont de 20 janvier pour le meilleur des cas jusqu'à fin avril, fin avril voire mi-mai pour les, on va dire en tout cas les plus pessimistes aujourd'hui. Donc ça veut dire que dans la situation dans laquelle on est, c'est vraiment de faire preuve de lucidité. Et ça, je pense que tous les restaurateurs sont confrontés à ça. C'est vrai que s'ils appartiennent à un réseau de franchise, puisque c'est quand même le thème en fait de notre point commun, notre fil rouge, s'ils appartiennent à un réseau de franchise, ils sont aidés. Prisca l'a dit très clairement tout à l'heure, on a des pôles d'animation. Frédéric a soulevé toutes les dimensions autour de la communication et de l'accompagnement, et on a parlé avec Stéphane de tout ce qui est effectivement solutions autour de la French Tech qui ont émergé depuis 5-6 ans et qui selon moi répondent effectivement à quand même 2 grandes familles. La première famille, c'est l'amélioration du chiffre d'affaires, comment vous aider à faire plus de chiffres, avec soit des augmentations de tracking, de pouvoir identifier vos clients, aller les chercher, communiquer avec eux, et puis toutes les solutions de commande en ligne et de livraison. Mais on a aussi toute une dimension de solutions qu'il faut pas négliger, parce qu'elles vont vous permettre d'alléger potentiellement certaines charges. Ce sont des solutions de digitalisation qui vont améliorer les process et simplifier en fait le volet opérationnel. Donc ces solutions, certes, ce sont des outils. Alors, quand on est en réseau, c'est plus facile parce que la tête de réseau fait ce travail de chasse et de recherche pour vous. Quand on n'est pas en réseau, après vous avez des professionnels, et je citerai le club de la franchise puisque Yves l'anime, mais c'est vrai que ce sont on est en mesure en tout cas de pouvoir à un moment donné vous proposer des solutions pour vous aider à améliorer cette rentabilité. Alors pourquoi je parle de cette rentabilité? Parce qu'à un moment donné, le sujet du financement, il vient en bout de chaîne, lui. Il vient en bout de chaîne, pourquoi? Parce qu'effectivement, les besoins que vous allez avoir aujourd'hui, c'est principalement des besoins de trésorerie. Et de trésorerie pour effectivement compenser, et c'est ça qui est le plus dur, compenser l'absence de chiffres. Et là, clairement, c'est bien des pertes qui se creusent et que vous êtes en train d'essayer de chercher à financer. Le deuxième cas de figure, c'est plutôt d'essayer de soutenir un besoin, on va dire en fond de roulement,
peut-être un peu ponctuelles, et je pense notamment à tout ce que vous n'aurez pas réussi à négocier avec vos bailleurs, parce que ça, il faut quand même pas l'oublier. Votre gros poste, un des gros postes que vous avez, c'est le loyer. Il faut vous rapprocher de votre propriétaire, qui a peut-être lui-même des contraintes, mais en tout état de cause, avant d'aller chercher la banque, commencez par négocier effectivement avec les parties avec lesquelles vous travaillez, hein, de manière récurrente. Les fournisseurs, vous l'avez demandé, le chômage partiel, vous l'avez tous fait. Et après, effectivement, on arrive aux solutions un peu plus financières classiques. Alors là, moi, je mettrais... Sans vous interrompre, mais il y a un élément dont on ne parle pas et j'aimerais qu'on dise 3 mots et il n'y a que vous qui pouvez nous aider sur ce sujet-là, c'est qu'en 2020, le bilan des entreprises, le bilan des petits restaurants, le bilan des entrepreneurs va être très mauvais. Quand ils vont venir auprès de leur banquier l'année prochaine en disant monsieur, je voudrais investir dans une nouvelle machine, dans une nouvelle animation, enfin un événement quelconque, prêtez-moi un petit peu d'argent, on va leur dire non, votre bilan est trop mauvais. Bah, c'est justement ça, c'est-à-dire que là, ce qu'on a évoqué, c'est déjà des outils pour essayer d'améliorer ce bilan. C'est-à-dire que l'année n'est pas finie. Bah, si c'est au 31 décembre, elle l'est. Non, si elle est au 31 décembre, je suis tout à fait d'accord qu'elle l'est. Mais pour autant, il y a des solutions. Il faut pas attendre la sortie du bilan pour, en tout cas, qui sortira entre mars et, entre mars et mai. Il faut effectivement agir. Donc, dans ces solutions pour agir, la première qui a été évoquée, effectivement, c'est d'adopter des solutions d'innovation qui vont aider et faciliter la vie de votre quotidien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vous doter peut-être d'un outil qui va vous permettre de suivre votre trésorerie. Aujourd'hui, vous avez quand même des prestataires qui existent. Alors, il y en a un qui est partenaire de cette opération, c'est Agicap, qui effectivement est en mesure, à partir simplement des écritures de vos relevés de compte, tout simplement une simple lecture des écritures de vos relevés de compte, de pouvoir vous donner des positions de trésorerie et donc vous aider à gérer et anticiper. Après, il va falloir passer dans le haut du passif du bilan, remonter un certain nombre de comptes pour avoir des capitaux permanents. Alors, je parle même pas de ça pour l'instant. Je parle même pas de ça. Je pense que c'est déjà une réponse. Remonter des éléments, enfin faire des écritures comptables en fait au bilan, c'est déjà des écritures, enfin des opérations qui vont se faire en fait en post-arrêté de compte. Là, on n'est pas là. Là, on est en train de se dire, aujourd'hui, on est le 16 décembre, comment on suit notre trésorerie? Comment on sait exactement où on en est? Parce que beaucoup de nos, enfin en tout cas j'imagine de personnes qui suivent, et surtout si elles n'ont pas la chance d'être en réseau, n'ont pas forcément non plus d'outils en fait pour faire. C'est-à-dire qu'elles se retournent vers leur expert comptable pour leur dire donnez-moi l'état de la situation. Or aujourd'hui il existe des outils qui leur permettront de le suivre en direct. Donc je pense que ça c'est un point important. Un petit élément aussi qu'il faut rappeler à un certain nombre de nos auditeurs qui ne sont pas les plus sérieux, mais ne prenez pas un PGE pour rembourser les comptes courants d'associés. Alors, on va y arriver après. Effectivement, la solution de financement pur, effectivement, si on a, alors, dans les solutions de financement, pour moi, on a grosso modo 4 sortes, en fait. La première, évidemment, c'est le PGE. Tout le monde le sait. Tout le monde y a recouru. Si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous n'avez pas été au plein des 25% de chiffre, s'il vous plaît, faites-le. Parce que ce PGE aujourd'hui, qui est quand même souscrit à des conditions financières plus qu'intéressantes, ne sera pas remboursé avant le printemps 2022. Et donc, par conséquent, ça laisse de l'oxygène à tout le monde. Ça nous laisse quand même encore une 15 à 18 mois à partir de maintenant. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que les régions organisent également des distributions de financement qui sont garanties par la BPI, qui se font sur la base de vos bilans 2019, voire tout début 2020 pour ceux qui ont arrêté leur compte en fait en 2020. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller les chercher parce que ce sont des financements qui aujourd'hui sont à 5 ou 7 ans selon les régions et parfois, pour ce qui est d'Île-de-France, ont 2 ans de différé de remboursement, 5 ans de remboursement à 0%. Vous n'avez que la garantie BPI à faire. Donc, je pense que déjà, servez-vous de ce qui est disponible. Je pense que c'est vraiment important. Après, quand vous êtes en réseau, alors c'est accessible à tout le monde, mais je pense qu'en réseau, ce sera plus simple. Vous avez aussi les financements participatifs. Les financements participatifs sont donc des solutions de financement où vous allez faire appel en fait à une communauté qui va vous prêter de l'argent. Alors, comme elle n'est pas là pour faire du don, a priori, il va quand même falloir lui prouver que vous êtes capable, en théorie, de rembourser cet argent. Mais vous avez une des plateformes qui s'appelle les entreprêteurs, qui a la particularité, en fait, d'offrir cette plateforme participative à un mode collectif. Ce qui veut dire que je suis franchisé d'un réseau. En étant franchisé de ce réseau, je sais que j'ai besoin de financement. Eh bien, potentiellement, on peut ouvrir, et c'est l'enseigne, la tête de réseau qui décide de le faire, d'ouvrir en fait cette plateforme à une communauté restreinte qui va être celle à minima de ses propres franchisés,
mais peut être aussi élargi à ses fournisseurs et peut être élargi à des tiers de confiance auxquels il a l'habitude de recourir ou travailler. Voilà. Je pense que ça, c'est un élément qui est très fort et je pense que les entrepreneurs ont apporté au bon moment cette solution Oui. de cofinancement, en tout cas d'entraide entre les réseaux. Et il me semble que les réseaux eux-mêmes pourraient participer à ce genre de mise en commun, non pas de mise en commun d'argent, mais d'entraide. Alors, faut être honnête, hein, ils ont plusieurs solutions. Ils ont du prêt, oui. Ils ont de l'obligataire et ils ont de mémoire depuis assez peu aussi de l'equity. Donc à partir du moment où on a ces solutions qui existent, je pense que dans ces situations de crise, les réseaux, alors il faut clairement avoir plus de 50 points de vente, hein, je pense, pour que l'exercice soit vraiment, enfin, entre 40 et 50 minimum, pour que l'exercice soit vraiment plein. Mais moi, je pense que ces solutions qui s'appellent des solutions en marque grise et pas en marque blanche, parce que juridiquement parlant, l'enseigne n'est absolument pas chargée d'assurer effectivement de respecter les contraintes réglementaires liées au prêt ou au capital entre sociétés. Hein, ça, pour le coup, c'est bien les entrepreneurs qui gèrent tout de A à Z et qui en prennent la responsabilité sur un plan juridique. Il n'empêche que c'est pour moi un excellent outil pour fédérer à un moment donné des réseaux, pour permettre justement et de faciliter cette entraide. Alors évidemment, ceux qui n'ont plus de cash et plus de trésor vont peut-être pas pouvoir aider beaucoup, mais ceux qui ont un peu plus de capacité sont capables de le faire. D'où l'intérêt parfois d'ailleurs d'insérer d'autres partenaires comme les fournisseurs. Alors, on est à la limite du temps qui nous est imparti, mais je vois une première question qui est arrivée tout à l'heure et que je trouve intéressante. On nous demande, d'abord on nous dit merci, c'est gentil, merci à vous. Quelle est selon vous la place et l'importance des réseaux sociaux dans la création et le développement de votre marque, et quelles sont les clés de réussite en ce qui concerne les réseaux sociaux? Alors c'est une grande question. Je crois que les réseaux sociaux, c'est devenu avant c'était Facebook, les réseaux sociaux. Aujourd'hui c'est une constellation d'éléments, de petits réseaux isolés. Ça va de TikTok à LinkedIn. Alors il n'y a pas de réponse, si ce n'est ça dépend du produit, ça dépend de la marque, ça dépend de l'activité. Qu'est-ce qui parmi vous veut répondre à cette question? Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux sociaux? Je crois, Prisca, vous êtes une spécialiste de toute cette communication. Oui. Vous connaissez bien. J'ai surtout une super équipe de réseau qui fait ça bien mieux. Mais tous les trois, vous avez une super équipe. Ouais, non, c'est vrai que alors on a une équipe au niveau de tout ce qui est marketing et communication, pareil, qui a été renforcée aussi cet été parce que le digital, il est au cœur du sujet et on se sert beaucoup du digital pour capter les consommateurs, notre client final, qui évolue vite. Il y a différents réseaux sociaux. J'en reviens toujours au même, mais c'est essentiel de bien comprendre sa clientèle pour savoir sur quel canal en fait elle va se trouver, parce qu'effectivement même eux évoluent et il y a les Facebook, il y a les TikTok, il y a l'Insta. Certains sont plus ou moins réceptifs à des réseaux sociaux qu'à d'autres. Faut le bon message. Faut le bon canal. Voilà. Est-ce que le bon message, c'est pas de dire d'abord, il faut identifier sa communauté. C'est ce qu'a fait Otakos très très bien. Ils ont identifié une communauté. Une communauté, ça peut être les hommes, les femmes, les gens qui aiment déjeuner dehors, dedans, qui aiment les jolies voitures, etc. Des étudiants, il faut savoir à qui on s'adresse, à qui on peut s'adresser, pour savoir du coup sur quel canal en fait le trouver, parce qu'en fonction de si on travaille, de sa tranche d'âge, effectivement, je rejoins Stéphane. De son lieu de travail. Ça ne peut être que ça. Ça peut n'être que ça. Allez identifier les gens qui travaillent dans votre quartier pour leur faire une proposition qui est spécifique à leur emplacement et pas simplement à leur goût culinaire aussi. Il faut savoir où les trouver. Il faut savoir où les trouver. Exactement. Et comment les trouver. Est-ce que quand on crée un point de vente, c'est pas la première recherche que l'on fait, c'est de savoir qui sont les clients à qui on va s'adresser et donc où est-ce qu'il faut s'implanter. Et ensuite, comment on leur parle. Plus de développement. Oui, aujourd'hui, on vient de référencer une solution qui nous aide dans le process de recrutement des candidats licenciés, parce qu'il est essentiel, effectivement,
en fonction de sa zone, d'identifier la clientèle potentielle qu'on va pouvoir capter. Ce que je disais, Au-delà du flux, c'est vraiment comprendre qui habite cette zone, qui évolue dans cette zone, où, quand, comment. Ouais. En fait, vous avez une recette miracle, hein, c'est ça? Non, mais je peux pas en parler. Oui. Stéphane, vous en avez eu une recette miracle pour avoir une telle success story en 3 ans? Bah moi, j'en ai pas. Hein. Ça a été fait bien avant moi et j'apprends tous les jours au contact de cette équipe incroyable et de nos franchisés qui ont créé cette histoire. Je crois qu'il faut juste ramener cela à la base. C'est qui sont les clients, cibler une clientèle. Je crois qu'il est difficile aujourd'hui avec des concepts de cibler tout le monde. Les concepts d'il y a 10-15 ans, MeToo, qui ciblaient tout le monde avec beaucoup de respect, mais type, on va dire un exemple, cafétéria. Aujourd'hui, il y a une segmentation qui s'est opérée. Donc, il faut choisir son combat, choisir la clientèle qu'on veut servir, et puis après, en fonction de celle qu'on veut servir, on regarde comment ils fonctionnent, comment ils vivent. Je pense que Otakos n'a fait ni plus ni moins que ça. Ils ont identifié au départ une clientèle plutôt jeune, plutôt banlieusarde, et donc ils ont regardé comment ils fonctionnaient, et effectivement, ils fonctionnaient par plusieurs choses. Il y avait les codes musique, donc liés à du rap urbain. Il y avait des codes digitaux liés à Facebook. Et donc, ils n'ont fait ni plus ni moins qu'appuyer sur le bouton très fort de ce qu'ils avaient identifié comme être les besoins de la clientèle ciblée. Donc, réseaux sociaux ou pas, c'est devenu effectivement un phénomène de société mondiale. Mais quelque part, on ne fait que répondre à des besoins de clients qu'on a identifiés, ou en tout cas qu'on veut cibler. Il s'avère, nous, en l'occurrence, que les 15-25 ans sont très fortement soit influencés, soit influenceurs de ces sujets. Donc, il est normalement logique d'être présent sur ces réseaux et de jouer la carte de cette marque. Donc, après, il faut démystifier tout ça. Faut arrêter de dire les réseaux sociaux font tout. Non, c'est un canal de communication et pas que, et sans doute un canal entre guillemets de vie d'une grande partie de la génération qui a aujourd'hui moins de 30 ans. Oui, bien sûr, et qui s'identifie à un certain nombre de communautés qui sont pas forcément. On n'est pas dans une communauté, on peut être dans plusieurs communautés à la fois en fonction de ses envies. Je pense que Frédéric, vous, dans votre métier, qui est un métier dans le monde de la restauration qui est assez particulier parce que le café, c'est un produit très très important dans notre société. On prend tous un café le matin, on va devant la machine à café. C'est une anecdote courante, mais comment on rentre en contact avec une communauté qui là est très très large? En fait, nous on apporte un service qui est déjà social. Parce que boire un café dans la journée, c'est souvent, on le boit avec des amis, en famille, avec un collègue, on le boit rarement tout seul. Donc c'est déjà un réseau social à la base, mais en fait, ça arrive simplement parce que la clientèle évolue. Enfin, je rejoins ce que disait Stéphane tout à l'heure. Les réseaux sociaux, la première chose qui est importante, c'est de savoir à qui on va s'adresser et sur quel support ils vont être présents, en tout cas avec lequel ils vont pouvoir eux aussi communiquer avec nous. Se passer des réseaux sociaux, ça me paraît difficile. Tout simplement parce que la clientèle, tout le monde évolue et que ça soit les jeunes, les vieux, tout le monde à un moment donné dans sa journée va passer sur un des réseaux sociaux les plus connus ou les plus utilisés. Donc il faut simplement, et quand je dis simplement, c'est vraiment simplement, et là pour le coup il faut se faire aider, mais les réseaux sociaux, en tout cas l'utilisation des réseaux sociaux est quelque chose de simple. À la fois c'est quelque chose d'hyper pointu, d'hyper précis, mais qui peut apporter beaucoup de choses très rapidement, assez facilement à partir du moment où on maîtrise les bases. Et les bases, c'est vraiment maîtriser les bases. Il n'y a pas besoin d'être un expert des réseaux sociaux pour ça. Il y a des experts qui sont là pour aider et pour aller encore plus dans le détail. Mais si je me mets à la place d'un indépendant, il peut très rapidement, en une semaine, apprendre les quelques bases et commencer à communiquer, commencer à aller toucher sa communauté à lui et participer à des échanges. Ce qu'on constate nous aussi, Columbus, c'est quand on communique sur les réseaux sociaux, dès qu'on communique la partie humaine, les hommes et les femmes du quotidien de Columbus Café, ça réagit beaucoup plus que quand on communique sur un beau café, un beau produit gourmand et
et qui donne envie. L'humain aujourd'hui parle beaucoup plus sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est un moyen de communiquer, mais c'est aussi un lieu de communication aujourd'hui. Oui, c'est un lieu de rencontre aussi. Ouais, exactement. C'est pas simplement sinon ce serait de la publicité et ça intéresserait personne. Il y a quelqu'un qui vous pose une question, Frédéric. J'ai lu que Columbus avait repris Copper Branch. Quel avenir voyez-vous dans la restauration rapide 100% végétale et cherchez-vous des franchisés? Alors, une petite parenthèse, quelqu'un me demande si on peut être adhérent au club de la franchise en étant indépendant. Un grand oui. Bon. Oui, alors Frédéric, d'abord Copper Branch. Ouais, en quelques mots, parce que c'est peut-être pas le sujet, je sais pas. Oui. Copper Branch est une enseigne canadienne, donc c'est de la restauration rapide végane et végétale. On a repris les droits pour exploiter la marque en France et une partie de l'Europe. On recherche des franchisés. On a repris les rênes pour la France au mois de mars, pendant le confinement. On a retravaillé un peu, pas forcément le positionnement, mais faire en sorte que les magasins tournent opérationnellement et ce qu'il faut pour servir les clients tous les jours. Et on va commencer à activer le développement à partir de 2021. Donc, on recherche des franchisés. On y va, je dirais, marche après marche, comme ce qu'on a fait à l'époque de Columbus. C'est une technique qui nous va bien chez nous. Et puis, sans se précipiter, mais faire un succès derrière chaque ouverture et derrière chaque franchisé qui va nous rejoindre. Il nous reste 3-4 minutes. Je voulais laisser un petit peu la parole à Nathalie, qui a sans doute des messages forts à faire passer à nos amis, notamment en ce qui concerne la relation sociale, justement, le profilage peut-être du candidat de façon à ce qu'il s'insère bien dans son réseau, parce que c'est un élément hyper important dans la vie d'un réseau. Alors, merci Yves. Je pense que presque plus largement que le profilage du franchisé ou du candidat à la franchise, là j'ai envie de m'adresser en fait à tous les entrepreneurs qui sont aujourd'hui concernés par cette situation quand même plus que compliquée. Il faut comprendre, et je pense que les têtes de réseau ne pourront que le confirmer, mais il faut comprendre que on n'est pas tous armés de la même façon pour faire face à l'adversité. Yves l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, certaines personnes aujourd'hui craquent, vont jusqu'à des actes malheureusement irréversibles. On sait très bien que c'est très très compliqué aujourd'hui pour les restaurateurs indépendants, mais ce qu'on veut dire, c'est deux choses. Le premier, c'est que ne restez pas seul, ne vous isolez pas. Yves vous l'a dit, c'est très clair. La deuxième point, c'est que il faut que vous arriviez vous-même à comprendre ce qui vous anime. C'est-à-dire que tous les entrepreneurs, alors que nous sommes, parce qu'en l'occurrence moi j'en fais partie, donc je peux vraiment l'exprimer. Aujourd'hui, face à l'incertitude, on a plusieurs types de réactions. On va avoir les gens qui vont être en mode combat, warrior, parce que une fois qu'ils ont pris une claque, ils repartent, ils sont dynamiques, ils sont optimistes, ils avancent, ils sont dans le défi, et en fait ils vont être dans un mode combat. C'est très bien à court terme, effectivement. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que pour garder de l'énergie dans la durée face à ça, il faut quand même comprendre ce qui nous anime profondément. Est-ce que ce qui nous anime profondément va être d'aider les gens? Est-ce que ce qui nous anime profondément, c'est de donner du sens à ce qu'on fait? Est-ce qui nous anime profondément, c'est de garder un équilibre en toute chose? Est-ce que c'est réussir ce qu'on fait? Est-ce que c'est gagner? Ce sont tout autant de facteurs de motivation que chacun d'entre nous a, mais on n'a pas les mêmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, si on n'est pas dans ces modes de combat et de warrior, on peut avoir effectivement des réactions naturelles parce qu'on va avoir d'autres types d'émotions qui vont nous faire réagir, qui sont des émotions qui peuvent nous figer. C'est le cas de la peur, c'est tout à fait normal. Chacun d'entre nous a cette dimension-là. La seule chose, c'est selon le poids et l'importance qu'elle va avoir, elle va pas avoir la même incidence. L'autre réaction assez classique, ça va être un peu la sidération, ou un temps d'analyse qu'on va vouloir s'accorder parce qu'on est dans ce mode-là, c'est-à-dire qu'on est dans un mode de réflexion, et qu'en fait, ce temps d'analyse, on a besoin de l'avoir avant à nouveau d'être en mesure d'avancer. Donc, ce que je veux passer comme message en donnant ces quelques exemples, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à l'adversité, mais on a tous les ressorts pour avancer. Le seul problème, c'est de prendre le temps de trouver lequel. Parce qu'effectivement, pour des gens qui, par exemple, ont besoin de visibilité, aujourd'hui, l'incertitude absolue peut être très dure à suivre. Mais je pense qu'il faut savoir, dans ces cas-là, se fixer des objectifs à court terme, à très court terme, celui d'avancer jusqu'à la fin de la semaine, d'avancer jusqu'à la fin du mois, sans du tout chercher à anticiper trop loin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pas agir, ça ne veut pas dire qu'il faut pas
anticiper certains suivis, certaines prises en charge. On a parlé d'outils tout à l'heure, on vous a donné des noms d'outils. Renseignez-vous, allez les voir. Enfin, en plus, je crois que la plupart d'entre eux sont évoqués. Et sinon, vous pouvez nous contacter de toute façon après, puisque nos amis de Snapsheet qui sont organisateurs ont de toute façon toutes nos coordonnées. Et ce que je veux dire par là... Et on a aussi la possibilité de rester en ligne pour des gens qui souhaiteraient nous parler même en tête-à-tête. Si les gens qui nous écoutent ont besoin de conseils, ceux qui veulent, ceux qui peuvent rester en ligne, et il y aura des salons privés. Ouais, on peut basculer en fait sur un format je ne sais pas comment on fait, mais on va nous expliquer ça certainement comment ça peut se passer. D'autant mais voilà. Donc ce qui est important, c'est que c'est tout ce que je viens de vous raconter, les têtes de réseau le savent. Pourquoi? Parce que elles vivent effectivement avec des entrepreneurs qu'elles animent en permanence. Tout à l'heure, Prisca l'a très bien dit, c'est les animateurs qui font ce job-là, parce que c'est vraiment eux qui sont à la détection de ce genre d'informations et de de la détection des comportements ou des évolutions de comportements. Mais quand vous êtes indépendant, tout ce qu'on se dit là est normal. Ce qui est très important, c'est que vous arriviez à trouver les ressorts nécessaires et suffisants pour pouvoir effectivement avancer. Je ferai une dernière toute petit point. Ça concerne une conférence qui a lieu demain et je pense que il faut pas se voiler la face. Si vous êtes concerné, je vous invite vraiment à y participer. C'est une conférence sur les entreprises en difficulté. Je pense qu'on a pris la décision de faire cette conférence-là parce qu'on sait que c'est compliqué. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des procédures quand même qui existent. On a un avocat spécialisé qui sera présent et je pense qu'il faudra vraiment l'écouter avec les oreilles grandes ouvertes là-dessus, parce qu'il y a des moyens aussi de vous protéger, de protéger votre commerce, de protéger vos salariés, de vous protéger vous-même et vos proches. Donc, voilà, ça peut paraître pas très optimiste. Je pense que... Non, mais il faut le considérer comme un outil. Voilà, comme un outil, exactement. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Ce sont des opportunités pour vous de ne pas rester seul, de ne pas attendre de vous prendre le mur, et vraiment d'anticiper et d'essayer de... Il faut dire une chose en ce moment, c'est qu'en général, le commun des mortels, en tout cas l'entrepreneur, a peur de l'administration, de la sécurité sociale, des annonces de saisie et compagnie. Aujourd'hui, et je dis ça tout à fait franchement, ces administrations-là peuvent être d'un grand secours. C'est aussi vos alliés. Même si on paie des impôts, l'administration fiscale peut être un allié dans des conditions comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Il faut profiter de cette ambiance-là pour sauver son entreprise, parce que c'est le sujet. Ou sauver ses cautions, ou sauver les difficultés qu'on pourrait avoir si on est obligé de déposer le bilan. On va conclure, à moins que l'un d'entre vous n'ait pas réussi à passer son message. On est à votre disposition. Ce que je veux dire aux gens qui nous écoutent, c'est que il y a tout un univers qui est là, qui est à votre disposition dans les mauvais moments qu'on peut connaître, mais aussi dans les bons, c'est-à-dire si vous avez des idées à partager, si vous avez la possibilité d'aider les uns ou les autres. On parle pas d'argent, souvent l'aide morale suffit pour rebondir. N'hésitez pas, vous pouvez être entrer en contact avec nous tous. Le club est un peu fait pour ça, mais pas que. Et il n'est pas le seul, évidemment. Voilà. Merci infiniment à tous. Merci aussi à Lisa Fokens d'avoir organiser ça avec les autres partenaires, avec Snapshift et tous ceux qui ont participé à ces émissions. Et un très grand merci à tous ceux qui participent tout au long de cette année, à passer des messages, à montrer que c'est faisable, c'est encore faisable, et on va en chier encore un peu, mais vous allez voir, ça va être génial. On est à la fin de l'année, je me permettrai donc pas de souhaiter une bonne année prochaine, mais on l'aura. Merci. A priori, elle devait être meilleure. Oui, elle le sera. Elle le sera sans aucun doute. Merci Prisca, merci Nathalie, merci à tous. Merci Frédéric et Stéphane. Et Stéphane qu'on ne voit pas assez parmi nous, mais on s'est donné rendez-vous pour le mois de janvier pour faire un tête-à-tête. À très bientôt.